Le temps. Chaque personne, chaque objet perçoit le temps d'une manière différente les uns des autres. Si vous pensiez que le temps s'écoulait de la même manière partout, alors préparez-vous à plonger dans un univers où tout vous paraîtra étrangement fascinant. Le temps est une dimension à part entière et omniprésente dans l'univers, à chaque moment, à chaque instant. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Juste avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer comme d'habitude, je suis pas du tout astrophysicien mais je suis juste passionné, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo je l'ai appris tout seul, et étant donné que c'est un domaine qui n'est pas simple, c'est pas impossible que je commette des erreurs. Et si j'en fais, n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante, ça me permettra à moi d'apprendre et à tout le monde de comprendre. Quand on regarde le ciel le soir, on peut penser qu'au même moment, une autre espèce dans l'univers fait la même chose que nous et contemple le ciel en se posant la même question que nous, à savoir, est-ce qu'on est seul dans l'univers? On peut penser que son temps est identique au nôtre, que tout est similaire, et que juste la distance nous sépare d'elle. Mais sauf que évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Par rapport à nous, peut-être que cette personne a un temps qui s'écoule beaucoup plus rapidement que nous. Dans ce cas-là, tout ce qu'elle fait par rapport à nous sera comme en accéléré. Ou à l'inverse, peut-être que son temps s'écoule justement plus lentement, et que donc par rapport à nous, tout ce qu'elle fera nous paraîtra être ralenti. D'ailleurs, j'ai une question pour vous auquel vous pourrez répondre à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous pensez qu'un jour on aura la technologie nécessaire pour dilater suffisamment le temps et faire comme des voyages dans le futur? J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus, et ceux qui n'ont pas compris, vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, vous pourrez comprendre la question. Tout comme sur Terre, une personne assise à côté d'une autoroute aura un temps qui s'écoule légèrement plus rapidement qu'une personne située dans une voiture allant à 130 km/h. Même si évidemment, la différence d'écoulement du temps entre ces deux personnes est imperceptible, elle est de l'ordre qu'une fraction de nanoseconde. Mais en fait, il faut comprendre que chaque objet, chaque personne a un écoulement du temps qui lui est propre. Le temps dans l'univers n'est donc pas absolu, mais relatif. Ça veut dire en gros qu'il n'est pas le même dans tout l'univers, mais qu'il est particulier à chaque individu ou à chaque objet. Et donc justement ça, à quoi c'est dû? Comment est-ce possible que le temps dans l'univers s'écoule plus lentement ou plus rapidement que notre temps à nous? Alors je suis d'accord avec vous, c'est un peu compliqué de se l'imaginer, même moi au début j'ai eu un peu de mal avec ça, mais pourtant c'est bel et bien réel, et ça a été vérifié. Mais pour comprendre ça, faut revenir un peu en arrière. Alors ce que je vais vous dire là va vous paraître comme avoir aucun rapport avec le sujet de la vidéo qui est l'écoulement du temps, mais vous verrez qu'au final, il y en a bel et bien. Au début du XVIIe siècle, Galilée, qui est un astronome italien, dit que rien ni personne dans l'univers n'est immobile et donc le référentiel absolu n'existe pas. Bon, ça paraît pas clair comme ça, mais pour faire simple, tout le monde ou tout objet dans l'univers est en mouvement. Une statue sur Terre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas immobile, du moins tant qu'on ne l'inclut pas dans un référentiel terrestre. Parce que la statue est sur la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Vous allez peut-être maintenant me dire que le Soleil, lui, est immobile. Sauf que non, parce que le Soleil et tout le système solaire d'ailleurs est en mouvement dans la galaxie. Et la galaxie non plus n'est pas immobile puisqu'elle suit un mouvement dans l'univers. Donc en gros, rien n'est immobile, mais tout bouge dans l'univers. Et on en reparlera après quand on parlera de vitesse et de temps. Vous l'avez sûrement vu au lycée, quand on décrit un mouvement, on le décrit comme étant en mouvement par rapport à quelque chose. Par exemple, si tu es en voiture et que moi je suis au bord de la route, tu es en mouvement par rapport à moi. Par contre, dans ton cas à toi où tu es dans la voiture, c'est moi qui suis en mouvement par rapport à toi. C'est donc ça qu'on appelle le référentiel, en mode par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et c'est là que Galilée va affirmer quelque chose qui va te retourner le cerveau. C'est qu'en fait, il n'existe pas de bon ou de mauvais référentiel. Le référentiel parfait, en fait, ce serait juste un espace fixe dans l'univers, un espace immobile. On pourrait décrire n'importe quel mouvement par rapport à ce point, tout serait correct. Sauf que évidemment, ce point-là n'existe pas parce que rien n'est immobile dans l'univers. Donc si on admet ça, le concept même de vitesse n'a plus de sens. Là, si je veux, je peux dire que je vais à 1600 km/h parce que je me trouve à la surface de la Terre qui tourne sur elle-même à cette vitesse. Ou alors, je peux dire que je vais à 100 000 km/h parce que la Terre tourne à 100 000 km/h autour du Soleil. Bref, en gros, la vitesse n'a plus de sens si on ne prend pas en compte un référentiel. Bon, maintenant que notre cerveau à tous est un peu cassé, avant de revenir à l'écoulement du temps, on va parler d'un dernier principe de la relativité de Galilée, qui va du coup être très importante pour la suite. Galilée dit qu'en gros, les vitesses se combinent de manière additive. Pour faire simple, si tu te trouves dans un train qui va à 200 km/h, par rapport à un observateur extérieur immobile, tu vas à 200 km/h. Mais maintenant, si tu cours dans ce train-là à la vitesse de 15 km/h vers l'avant, alors par rapport à un observateur extérieur au repos, tu iras à 200 plus 15 km/h, donc 215 km/h. Jusque-là, on est d'accord. Sauf qu'en parallèle de tout ça, Maxwell, un physicien britannique, va affirmer que la vitesse de la lumière dans le vide est constante et ne dépend de rien. Il va dire que cette vitesse est absolue et est la même partout dans l'univers. Et ça, justement, ça pose un problème. Parce que si la vitesse de la lumière dans le vide est partout la même et reste inchangée,
Ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter la vitesse de la lumière. Donc le principe d'additionner des vitesses, comme le disait Galilée, et bah là c'est pas possible. Pour que vous imaginiez la chose, imaginez par exemple un laser. La vitesse de ce laser ira à la vitesse de la lumière, qui est donc de 300 000 km/s. Et si tu utilises ce laser dans le train qui va à 200 km/h en le pointant vers l'avant du train, en toute logique, par rapport à un observateur extérieur, la lumière de ce laser ira à 300 000 km/s plus de 100 km/h du train. Sauf que justement ça c'est impossible parce que la vitesse de la lumière dans le vide reste inchangée et ne peut pas être augmentée. Du coup ça fait qu'il y a une contradiction entre ces deux théories. À l'époque on ne sait pas qui a raison et qui a tort. Il y a beaucoup de scientifiques qui vont se pencher sur le sujet, mais personne ne trouvera une réponse. Et c'est donc là que va intervenir notre cher Einstein. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à parler du temps. En 1905, Einstein réussit à unifier les deux théories en prenant celle de Maxwell et celle de Galilée. Et donc il va changer drastiquement notre manière de voir les choses. Il va unifier l'espace et le temps dans un continuum appelé l'espace-temps. C'est en fait un espace à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Dans la relativité de Galilée, l'espace et le temps sont deux éléments distincts et sont uniformes partout dans l'univers. En unifiant l'espace et le temps, Einstein va pouvoir décrire un mouvement comme quelque chose de relatif, suivant sa vitesse, et ce, même s'il se déplace à la vitesse de la lumière. Bon bref, si vous avez un peu de mal à comprendre jusqu'ici, vous inquiétez pas, tout va devenir plus simple après. Suite à la théorie proposée par Einstein, il va en découler plusieurs phénomènes, dont notamment la dilatation du temps. Sans rentrer dans les détails compliqués, plus un objet se déplace rapidement dans l'espace, plus son temps est dilaté. Et ça on a pu le tester avec l'expérience de Eiffel Keating. En octobre 1971, Eiffel, un physicien, et Keating, un astronome, mettent des horloges atomiques dans deux avions commerciaux qui volent autour du monde. Les avions parcourent le monde à une certaine vitesse, et pour comparer le temps qui s'écoule dans les avions et aussi sur Terre, ils avaient laissé des horloges atomiques à la surface de la Terre. En revenant sur Terre, les horloges atomiques des deux avions avaient un temps qui était décalé de quelques nanosecondes par rapport aux horloges atomiques restées sur Terre. Cette expérience prouve bien que le temps se dilate selon la vitesse à laquelle tu te déplaces. D'ailleurs, il faut aussi tenir compte que l'attraction gravitationnelle était différente dans les avions qu'à la surface de la Terre, donc peut-être que ça a aussi joué. Pour te donner un exemple un peu plus concret, si tu pars dans l'espace pendant une dizaine de minutes en allant à 98% de la vitesse de la lumière, alors quand tu reviendras sur Terre, il se sera écoulé réellement sur Terre 1 heure. Sauf que toi, tu auras vécu ces 1 heure-là comme étant 10 minutes dans l'espace. Si on suit ce principe-là, ça veut dire que si on se déplace à 100% de la vitesse de la lumière, alors le temps arrête de s'écouler pour nous. Bon, après évidemment, c'est juste impossible d'atteindre la vitesse de la lumière, parce que pour l'atteindre, il nous faudrait une énergie infinie. Et ça, c'est pas possible. Bon, maintenant que vous avez compris que indirectement, le temps pouvait dépendre de la vitesse, mais en réalité, il dépend d'autre chose, et après on va aller plus en détail. Le temps dépend en fait du principe de gravité. En 1915, Einstein va proposer une nouvelle théorie, celle de la relativité générale. Avant, on définissait la gravitation comme étant seulement une force. C'est Newton qui avait émis l'idée et il disait qu'un objet avec une masse était doté d'une force gravitationnelle. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas comment cette force agissait. Et c'est là que Einstein intervient. Pour se le représenter simplement, on va imaginer l'espace-temps comme étant une immense toile. Plus un objet est massif sur cette toile, plus il va le courber et faire un creux. Donc si on va dans ce sens-là, comme la toile représente l'espace-temps, un objet massif va courber l'espace-temps. Il va avoir une influence géométrique sur l'espace-temps qui va avoir une influence sur les objets aux alentours. C'est donc comme ça qu'on représente la gravité et donc par définition, un objet massif a une influence sur le temps. On va passer les détails, mais en gros, plus un objet est massif, plus il va courber l'espace-temps et avoir une forte influence gravitationnelle et donc plus le temps est ralenti. À l'heure actuelle, les objets les plus denses qu'on connaisse dans notre univers, ce sont les trous noirs. On sait qu'ils existent, on a même pu en prendre en photo. Ces objets sont si denses qu'ils vont empêcher la lumière de s'en échapper et ils vont causer une déchirure au sein même de l'espace-temps. C'est cet endroit-là qu'on va appeler la singularité. C'est le point à l'intérieur du trou noir où les conditions de pression et de densité sont infinies. En ce point-là, l'espace et le temps n'a plus de sens. Et la frontière entre l'intérieur et l'extérieur d'un trou noir est appelée l'horizon des événements. Et donc si on se réfère à ce qu'on a dit précédemment, si une personne se trouve dans l'horizon des événements d'un trou noir, en partant évidemment du principe que c'est possible, alors elle va subir une attraction gravitationnelle extrême et donc une dilatation du temps. Elle aura un temps qui s'écoule plus lentement par rapport à un observateur extérieur qui n'est pas soumis à cette force gravitationnelle là. Bref, du coup vous l'aurez compris, le temps est relatif suivant la vitesse et le champ gravitationnel auquel tu es soumis. Ces deux éléments là vont avoir pour principe d'agir sur l'espace-temps et donc
d'agir sur le temps. Une personne qui est sur une planète se trouvant à proximité d'un trou noir, qui n'est évidemment pas le meilleur endroit pour une planète, mais supposons que ce soit le cas, alors le temps sur cette planète s'écoulera plus lentement que notre temps à nous, parce qu'elle sera soumise à des forces gravitationnelles beaucoup plus fortes. Et dans un autre cas, si tu pars te déplacer dans l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière, alors là aussi ton temps s'écoulera différemment que le temps sur Terre. Donc revenons-en à la question principale, est-ce que vous pensez qu'un jour on aura la technologie pour dilater suffisamment le temps et se téléporter dans le futur? Et quand je dis dans le futur, je ne parle pas de quelques nanosecondes, mais plutôt de quelques années. Répondez à ça en commentaire, j'ai bien hâte de lire tout ça. Et tout à l'heure, on a parlé des trous noirs, et il y a des théories comme quoi les trous noirs seraient la porte d'entrée des trous de verre. Et bah si vous voulez savoir si les trous de verre peuvent réellement exister, allez voir cette vidéo là, je vous parle entièrement des théories qu'il y a sur les trous de verre. J'espère qu'elle vous plaira, et moi je vous souhaite bon visionnage.